Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, triste et heureuse à la fois, vous comprendrez à la fin. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. N'oubliez pas non plus en description les liens de la chaîne Twitch et surtout de Twitter si vous voulez discuter un peu avec moi. Tout ça et tous les liens sont en bas. Allez, on ne perd pas plus de temps et on peut débuter. Nous sommes le 16 novembre 1999, à Charlotte, en Caroline du Nord aux États-Unis, lorsque le 911 reçoit un appel très perturbant. 911. I've been shot. You've been shot. Where are you at, ma'am? I'm 8 months pregnant. How this happened? I was following my baby daddy, Ray Caruso, football player. Where's he He was at? in the car in front of me and he slowed down and somebody pulled up beside me and did this. La personne qui vient d'appeler est Cherika Adams, une jeune femme âgée de 24 ans et enceinte de 8 mois. Et 12 minutes après son coup de fil au 911, les services d'urgence la rejoignent sur Ray Road où la jeune femme a réussi à se garer. Elle est immédiatement emmenée à l'hôpital le plus proche puisque son pronostic vital est engagé, celle-ci a reçu 4 balles. Son état et ses blessures nécessitent de la faire accoucher en urgence, il est alors 1h42 du matin lorsqu'une césarienne est pratiquée pour extraire le bébé. Celui-ci est nommé Chancellor Lee Adams, mais les médecins du service ne pensent pas qu'il portera ce nom très longtemps, puisqu'ils estiment ses chances de survie comme très minces. 7 heures se sont écoulées depuis que Cherika a mis au monde son enfant. Elle a repris conscience et elle va discuter avec les agents de police. Elle détaille les événements qui lui sont arrivés. Elle explique qu'elle suivait son mari Ray Caruth lorsque celui-ci a stoppé son véhicule, la bloquant. Et précisément à ce moment, une autre voiture s'est portée à sa hauteur et a tiré plusieurs coups de feu. Et lorsque les détonations se sont fait entendre, elle a aperçu la voiture de son mari quitter les lieux à toute allure. À aucun moment, le mari n'a décidé de venir en aide à sa femme enceinte de 8 mois. Était-il impliqué ou simplement très lâche? Les détectives vont poser la question directement à Cherika. Et celle-ci, en guise de réponse, va dessiner un point d'interrogation. Cherika, alors épuisée, va s'endormir dans un sommeil profond. Ray Caruth est né en Caroline du Nord et c'est un jeune joueur de football américain prometteur. Il joue 4 années au plus haut niveau universitaire de la discipline et son avenir est tout tracé pour rejoindre une équipe de football américain professionnelle. C'est d'ailleurs son plus beau rêve depuis qu'il est tout petit. Alors, lorsque les Carolina Panthers se présentent en 1997 à lui, pour lui faire signer un contrat professionnel, il est aux anges. Un beau pactole l'attend également à la clé puisqu'un contrat de 4 ans avec 5 millions de dollars de rémunération est prévu. Et tout semble s'enchaîner comme dans un rêve pour Ray Caruth, puisque lors de sa première saison professionnelle, il est l'un des meilleurs jeunes. Et à la fin de sa première saison, il sera récompensé individuellement pour ses performances tant il a été bon sur le terrain. Mais en 1998, c'est un premier coup d'arrêt dans la jeune carrière de Ray Caruth, puisqu'il va se blesser gravement au pied, se le fracturant. Et lui, dont l'une des capacités essentielles à son poste est la vitesse, se trouve gravement handicapé par cette blessure. Et ceci va engendrer une forme de dépression, comme souvent chez les sportifs de haut niveau lorsqu'ils sont blessés trop longtemps. Et en 1999, date du meurtre de sa femme, Ray Caruth réintègre son équipe, mais les performances ne sont plus aussi bonnes qu'auparavant. Les détectives vont enquêter sur les circonstances de la première rencontre entre Ray Caruth et Cherika Adams. Et il s'avère que celle-ci a eu lieu lors d'une soirée piscine en juin 1998. La jeune Cherika, qui travaillait dans l'immobilier mais dont le rêve était de devenir actrice, a été attiré immédiatement par Ray, le joueur de football. Ils ont alors entamé une relation basée principalement sur le sexe dans un premier temps tout au long de l'été 1998. Puis ils se sont perdus de vue jusqu'à une soirée de novembre 1998 où Ray assistait à l'anniversaire de l'un de ses coéquipiers qui se déroulait dans un bar de striptease. Une sacrée coïncidence puisque c'est le bar où travaille Cherika en tant que danseuse. Et oui, la jeune femme a priori a plusieurs cordes à son arc. Cependant, une nouvelle fois et selon Ray Caruth, il s'agit uniquement d'une relation basée sur le sexe. Ils n'ont jamais réellement échangé ensemble et développé une vraie complicité. Et Cherika, quant à elle, et selon le témoignage de ses amis, avait la ferme intention de fonder un foyer avec Ray Caruth. Elle avait toujours rêvé d'avoir des enfants et une famille solidaire. D'ailleurs, un avortement préalable avec un ancien petit ami pesait très nettement sur sa conscience. Alors, lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte de Ray Caruth,
Le bonheur était à son maximum et il était hors de question qu'elle avorte de cet enfant. Et vous l'avez déjà compris, les pensées de Ray Carruth sont diamétralement opposées à celles de Cherika Adams. Lui ne veut pas d'enfant. Il en a déjà un avec une ex-épouse et son expérience n'est pas très bonne. Et elle n'est pas bonne, non pas parce qu'il a un enfant, parce que son implication est inexistante. Ray Carruth ne veut aucunement s'investir dans le rôle de père. Il préfère se concentrer sur sa carrière de footballeur et sur l'argent que cela lui rapporte. L'argent, d'ailleurs, est également une raison pour laquelle Ray Carruth ne veut pas d'enfant, puisqu'avec son ex-petite amie, Michelle Wright, il doit verser une pension alimentaire, ce qui l'énerve. Notez qu'en plus de la pension alimentaire, il avait été ordonné par jugement à Ray Carruth de s'investir en tant que père, ce qu'il ne fait pas. Et Michelle Wright n'est pas la seule mauvaise expérience en la matière pour Ray Carruth. Amber Turner, également, est une personne avec qui il a eu des soucis. Tombée enceinte de Ray en 1998, Amber lui annonce alors. Et celui-ci s'énerve. Il va la menacer et lui expliquer qu'il ne compte pas avoir d'enfant avec une personne qu'il ne désire pas. Il va aller même plus loin et va expliquer à Amber Turner qu'il pourrait engager quelqu'un pour tuer Michelle Wright et ne plus avoir à verser la pension alimentaire. Cette menace indirecte est suffisante pour que Amber Turner mette fin à sa grossesse. Les enquêteurs vont alors approfondir ce point et demander au joueur de football s'il avait effectivement fait la requête auprès de Cherika d'avorter. Celui-ci va nier, mais cela va en contradiction avec les témoignages de sa famille et de ses amis, selon lesquels il aurait insisté pour que celle-ci avorte. Il aurait avancé le fait que ses finances étaient déjà affectées du fait de sa blessure, et il ne souhaitait pas qu'elle soit encore plus touchée à cause d'un enfant. Mais Cherika, comme vous le savez, a déjà vécu la traumatisante expérience d'une fin de grossesse, et elle souhaite à tout prix garder son enfant, et refuse donc les demandes de Carruth. La jeune femme ne souhaite même pas que Ray Carruth soit présent pour son enfant. Elle se prépare dans son coin à être une parent isolée après les révélations du joueur de football. En approfondissant l'enquête, un nom va sauter aux yeux des policiers, Michael Kennedy. Celui-ci est un dealer de drogue que Ray Carruth aurait rencontré dans un magasin d'accessoires automobiles. Et le nom du meilleur ami de Michael Kennedy également va apparaître dans le dossier, Stanley Abraham. Michael Kennedy va alors être interrogé, et celui-ci va donner un troisième nom, Watkins Van Brett. Ce dernier est un agent de sécurité d'un club de striptease, et c'est tout sauf un enfant de cœur. Watkins Van Brett a un casier judiciaire long comme le bras, et il affirme avoir déjà tué 4 personnes. Par conséquent, Michael Kennedy, Stanley Abraham et Watkins Van Brett sont arrêtés pour être interrogés par la police. Ray Carruth est également incarcéré, mais lui a un peu plus de chance. Étant footballeur professionnel, il dispose de pas mal d'argent, et la caution fixée à 3 millions de dollars, il va la payer. Il y a des conditions toutefois, il ne peut pas sortir d'une zone géographique spécifique, et si jamais Cherika ou Chancellor Lee Adams venait à mourir, il devrait se rendre. Car en effet, Cherika Adams, après qu'elle se soit endormie suite à son interrogatoire par les policiers, ne s'est jamais réveillée et est tombée dans un coma de plusieurs semaines. Et malheureusement, le 14 décembre 1999, à 12h43, sa vie s'est arrêtée. L'une des conditions de la liberté sous caution de Ray Carruth vient de tomber. Et sachant cela, il sait qu'il risque d'être inculpé de meurtre au premier degré. Ray Carruth va alors convaincre la propriétaire d'un salon de beauté, Wendy Cole, de le laisser monter dans son véhicule, celle-ci se rendant en Californie. Contre une petite somme d'argent, elle a accepté de faire traverser l'ensemble du pays aux joueurs de football fugitifs. Il se cache alors dans le coffre de la Toyota de la jeune femme, qui commence à conduire et à traverser les États-Unis. Les deux personnes s'arrêtent dans le Tennessee, mais la mère de Ray Carruth, inquiète de ce qui pourrait arriver à son fils, va elle-même dénoncer l'endroit où il se trouve pour qu'il soit arrêté. Ray Carruth est alors appréhendé par les autorités dans l'État du Tennessee, et dans un même temps, les Carolina Panthers, son équipe de football, l'excluent de l'équipe, et la NFL, la Ligue de football, le suspend de manière indéterminée. Mais cette exclusion et cette suspension sont bien le dernier des soucis de Ray Carruth qui fait face à une inculpation pour meurtre au premier degré et face à un procès également des plus médiatisés en l'an 2000. La stratégie de défense de Ray Carruth et de ses avocats se base sur l'explication suivante. Il n'y aurait pas eu de préméditation dans le meurtre de Cherika Adams, celle-ci étant en réalité
Un dommage collatéral suite à un deal de drogue qui aurait mal tourné entre Watkins Van Brett et Ray Carruth. Watkins Van Brett aurait dit à l'un des gardiens de la prison « S'il nous avait donné l'argent, rien de tout ça ne serait arrivé, c'est de la faute de Ray. » Il apparaîtrait que le joueur de football se serait engagé à financer un trafic de drogue, mais qu'il s'en serait retiré au dernier moment alors que tout était en place, énervant ainsi Watkins. Les avocats de Ray Carruth vont même faire venir à la barre plusieurs anciens coéquipiers de celui-ci pour qu'il plaide en sa faveur. Mais en face, l'accusation a un dossier bien solide, et notamment les témoignages des anciennes petites amies que sont Michelle Wright et Amber Turner. Et il dispose également de témoignages directs de Michael Kennedy et de Watkins Van Brett. Et je dis bien des témoignages directs, parce que souvenez-vous de ce qu'a dit la défense, elle a récupéré des propos que Watkins Van Brett aurait dit à un gardien de la prison. Or là, l'accusation a ses propos recueillis directement de sa bouche. Michael Kennedy, le chauffeur lors de la nuit de novembre 1999, va raconter que Ray Carruth avait mis en place un plan avec Watkins pour menacer sa femme Cherika Adams. Watkins était censé frapper Cherika et Kennedy, lui, faire le chauffeur. Il aurait soi-disant refusé dans un premier temps, mais Ray Carruth l'aurait menacé de le tuer s'il ne participait pas à cette action. Watkins Van Brett, le tireur, explique qu'il a effectivement rencontré Ray Carruth en 1999 par le biais de l'un de ses amis et qu'il avait commencé à faire des petits boulots pour lui. Et quelques semaines après leur rencontre, Ray Carruth aurait alors accosté Watkins Van Brett pour lui demander combien il prendrait afin de faire avorter Cherika Adams. Le but étant de la rouer de coups afin qu'elle fasse une fausse couche et qu'il soit débarrassé de ce bébé indésirable. Watkins explique qu'il aurait répondu sur un ton froid « Je ne bats pas des gens, je tue des gens ». Un accord aurait été trouvé entre les deux et Watkins était chargé de tuer Cherika. Une avance de 3000 $ lui aurait été donnée et 3000 $ supplémentaires lui auraient été versés une fois que la tâche aurait été réalisée. Watkins va alors entamer une filature quotidienne de Cherika Adams pour connaître précisément ses déplacements habituels. Et dans cette tâche, il sera même aidé par Ray Carruth. Initialement, le plan aurait voulu que Cherika Adams soit abattue lorsque Ray Carruth se trouvait au centre d'entraînement des Carolina Panthers, lui donnant ainsi, et selon lui, un alibi en béton. Et Watkins va refuser ce plan et il va en proposer un autre, celui que vous connaissez désormais. À ce moment, Ray Carruth est décrit par Watkins comme étant impatient et frustré. Celui-ci va alors proposer à Cherika Adams de se rendre dans un cinéma au sud de la ville de Charlotte. Michael Kennedy s'est alors procuré l'arme qui servirait à abattre Cherika Adams. Il rejoint donc Stanley Abraham et Watkins Van Brett dans la voiture et attendent, proche du cinéma plusieurs heures, que Ray Carruth et la jeune femme sortent. Ray Carruth aurait prétexté qu'il souhaitait passer la nuit avec Cherika et qu'il voulait se rendre chez elle. Ils ont alors pris 2 voitures pour s'y rendre. Le joueur de football ouvre la voie dans sa BMW noire, suivi de Cherika Adams et derrière des 3 malfaiteurs. Les 3 véhicules avancent dans la nuit de Charlotte lorsque celui de Ray Carruth, en tête, s'arrête. Les 3 hommes qui se trouvent dans la voiture arrière accélèrent alors et se mettent au niveau de la voiture de la jeune femme et commence à tirer. Watkins va alors appuyer à 4 reprises sur la détente de son calibre 38 et il va toucher également à 4 reprises la jeune femme. Et il va détailler qu'il a tiré plutôt sur la partie haute de la voiture et non dans la portière car l'idée de toucher le bébé lui était insupportable. Watkins explique qu'il aurait eu largement le temps après les 4 coups de feu de se rendre au niveau de Cherika pour vérifier si celle-ci était bien morte. Et Michael Kennedy, un peu paniqué, aurait immédiatement accéléré et quitté le lieu de la scène de crime. Watkins, presque sans aucune émotion, indique aussi qu'il a fortement envisagé de se débarrasser de Michael Kennedy et de Stanley Abraham, mais qu'il s'était déjà débarrassé des munitions que contenait son pistolet. Et désormais, vous le savez, Cherika Adams, même après les 4 coups de feu, n'est pas décédée. Elle saignait certes abondamment, mais elle a pu atteindre son téléphone portable pour appeler les urgences. Ironie de la situation, ce téléphone lui avait été offert par Ray Carruth quelques semaines auparavant, et il venait donc, avec ce geste, de se condamner lui-même. Le mardi 16 janvier 2001, les délibérations vont débuter dans ce procès hautement médiatisé. Les jurys doivent décider si Ray Carruth est coupable ou non. Et malgré les éléments présentés par l'accusation, le jury va mettre beaucoup de temps avant de délibérer.
Celui-ci n'arrivera que le 19 janvier 2001. Les jurys auront voté un bon nombre de fois et ils auraient même indiqué au juge qu'ils étaient arrivés dans une impasse. Ce dernier leur aurait indiqué de continuer à délibérer. Et finalement, un verdict unanime a vu le jour. Eric Harrout est reconnu coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation qui lui sont reprochés, sauf le meurtre au premier degré. Et le président du jury va justifier ce verdict. Il va expliquer que l'ensemble des jurés savent pertinemment que Eric Harrout est mouillé jusqu'au cou dans ce meurtre, mais qu'ils ne peuvent pas l'inculper pour meurtre au premier degré, dans la mesure où ce n'est pas lui qui a appuyé sur la gâchette directement. Le lundi 22 janvier 2001, la condamnation de Eric Harrout est prononcée. Et il va devoir effectuer une peine d'emprisonnement d'au moins 18 ans et 11 mois, et d'au plus de 24 ans et 4 mois. Eric Harrout est par la suite immédiatement transféré en prison, où il va effectuer le début de son séjour. Les 3 autres acteurs de ce meurtre sordide, Michael Kennedy, Stanley Abraham et Watkins Van Brett, ont également été condamnés. Mais eux n'ont pas eu droit à un procès puisqu'ils ont tous reconnu coupables et la sanction leur a été immédiatement délivrée. Stanley Abraham, qui est le moins impliqué des 3, effectuera une peine d'emprisonnement de moins de 2 ans et est libéré en 2001. Michael Kennedy, qui a récupéré l'arme du crime et conduit la voiture, lui est sanctionné à 11 ans de prison et est libéré en 2011. Watkins Van Brett, quant à lui, va reconnaître le meurtre au second degré de Cherika Adams et va purger une peine jusqu'en 2046, date à laquelle il pourra faire une demande de libération conditionnelle. Après avoir été un détenu modèle, Eric Harrout est libéré en 2018. Peu de temps avant sa libération, son avocate d'ailleurs va expliquer pourquoi est-ce que Eric Harrout a fui la scène de crime aussi rapidement après les coups de feu. Celle-ci raconte que Eric Harrout craignait pour sa vie. Il craignait qu'après avoir abattu sa femme, Watkins ne s'en prenne à lui, puisqu'il apparaît qu'il s'était réellement retiré d'un deal de drogue quelques jours auparavant. Chancellor Lee Adams, quant à lui, le petit bébé qui avait été extrait du ventre de Cherika Adams, a survécu. Néanmoins, il a subi de graves lésions cérébrales irréversibles et permanentes, d'une part par manque d'oxygène, et d'autre part par manque de sang qui fuyait le corps de sa mère. Chancellor souhaiterait rencontrer son père, bien que pour l'instant, Harrout n'ait pas pris contact avec lui. Néanmoins, l'ancien joueur de football semble vouloir se repentir, il a envoyé un chèque à la mère de Cherika Adams et il souhaite désormais s'excuser pour le mal qu'il a fait. Voilà pour cette terrible histoire qui finalement, même si effectivement mêle un joueur de football professionnel aujourd'hui, est plus commune qu'on ne pourrait le penser, puisque le thème de l'avortement forcé est assez grave. Ainsi, en cette fin de vidéo, je souhaite apporter un soutien à mon humble niveau à ces femmes qui combattent coûte que coûte pour garder leur enfant et éviter un avortement suite à des pressions externes, si c'est leur choix. Évidemment, il n'est pas question de fustiger la fin de grossesse si c'est le choix volontaire de la personne concernée. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao.